L'histoire a commencé avec l'étude du concept de classement, un système qui détermine le statut d'une personne dans la vie. C'est ce qui enflamme les désirs intérieurs et pousse à rechercher la réalisation de soi. Ce classement se manifeste en termes de puissance et d'intelligence, ainsi que dans les relations sociales, la richesse et même dans le choix des activités. À une époque comme celle-ci, tout est jugé selon une hiérarchie de valeurs. Au même moment, le chemin du jeune homme ne faisait que commencer, il regardait droit devant lui, se demandant quel chemin l'attendait. Dans un village tranquille appelé Tully, où la vie était simple, un homme nommé Love coupait du bois et chaque coup qu'il faisait témoignait de sa diligence. Son visage exprimait la satisfaction après le travail, il avait 16 ans. À ce moment-là, l'un des villageois l'appela et lui demanda d'aiguiser son épée. Soudain, une fille en colère nommée Yuna s'est précipitée, donnant des coups de pied à l'homme et lui criant de ne pas demander à Lo de tout faire pour lui. Yuna, également âgée de 16 ans, a fait preuve de détermination et de force de caractère. Elle a déclaré que Lo avait toujours semblé distrait depuis son enfance et que cela ne signifiait pas qu'il était inactif. Mais Yuna ne s'est pas arrêtée là, elle a attrapé Lo et l'a secoué, clairement indignée par la façon dont les autres profitaient de lui, bien que Lo lui-même n'ait réagi d'aucune façon. Puis, d'un ton plus calme, elle dit qu'elle comprenait que Lo était tout simplement trop gentil, mais soudain, une idée lui vint à l'esprit et Yuna sourit vivement. Elle s'approcha de Lou et murmura avec excitation, lui demandant s'il voulait quitter le village pendant un moment, parce qu'elle a trouvé un chemin secret que personne ne connaît. Avant qu'ils ne puissent d'emblée se décider, la grand-mère de Yonina est apparue. Elle leur a interdit de quitter le village, citant d'anciennes règles. Yuna a essayé de la convaincre, mais la vieille femme n'était pas du tout d'accord, repoussant brusquement sa petite fille avec un bâton. Puis 2 hommes sont intervenus et grand-mère a exigé que Yuna soit enfermée à cause de son comportement. En revanche, l'autre gros homme a demandé à Lo de lui apporter de l'eau plus tard et Lo a calmement accepté. L'homme a souligné à quel point Lou et Yuna étaient différents, même s'ils avaient presque le même âge et étaient les seuls jeunes du village. Après cela, il dit à Lo de se reposer. Il avait sûrement des choses à faire pour lui. Mais Lo a poliment refusé, insistant pour aider, ce qui a surpris l'homme. Lo se souvient de la façon dont les habitants l'avaient accueilli après la mort de ses parents, devenant comme un membre de sa famille. Il se souvenait de la chaleur avec laquelle tout le monde l'avait accueilli, comme s'il était l'un d'eux. Ils avaient veillé à ce qu'il ne soit pas seul. En réponse, il a discrètement décidé de rendre cette gentillesse par la gratitude. Souriant à lui-même, Lo pensa à quel point il aimait le village et tous ses habitants. L'homme, touché par les paroles de Lo, l'invita à emménager avec lui à partir de ce jour. Mais Lo a poliment décliné l'offre, expliquant qu'il vivait toujours dans la maison que ses parents avaient abandonnée. Finalement, Lo était à nouveau convaincu que les gens du village comptaient beaucoup pour lui. Pendant ce temps, Yuna était assise enfermée dans une cage en bois sur la place du village, aspirant au monde extérieur. Elle a appelé sa grand-mère à grands cris, exigeant qu'on la laisse sortir. Mais la vieille femme la regardait avec irritation, se plaignant de l'entêtement de sa petite fille et souhaitant qu'elle soit plus calme, comme Lo. Quand Yuna essaya de comprendre pourquoi sa grand-mère ne la laissait pas quitter le village, la vieille femme répondit que ce n'était pas nécessaire, des commerçants venaient de temps en temps. Mais Yuna s'y opposa, expliquant que ce n'était pas une question de besoin. Il s'agissait de son désir d'explorer le vaste monde extérieur et de la raison pour laquelle il devait rester en captivité. Avec un regard sérieux, la grand-mère révéla que quelqu'un là-bas les détestait. Yuna a demandé avec choc qui cela pouvait être. Mais la grand-mère a refusé, disant qu'elle ne devrait pas savoir. Tout deviendra clair avec le temps. Pendant ce temps, Lo puisait de l'eau au puits, travaillant avec concentration et sans hâte. Une fois le travail terminé, il regardait en arrière pour s'assurer que tout allait bien. Mais alors, une pierre vola à l'arrière de sa tête. Il se retourna et vit Yuna se cacher derrière lui. Elle sourit malicieusement et lui fit signe de se taire et de la suivre. Lou fut surpris de la voir à nouveau libre, mais Yuna déclara fièrement qu'elle s'était échappée plusieurs fois auparavant. Elle lui demanda avec empressement de la suivre, bien que Lo hésita et resta silencieux. Lorsqu'ils quittèrent les limites du village, Lo exprima son inquiétude à l'idée que leur grand-mère les gronderait tous les deux si elle l'apprenait. Mais Yuna lui assura que tout irait bien, d'autant plus
qu'il ne serait absent que pour une courte période. Elle a ajouté qu'elle voulait lui montrer quelque chose de spécial. La proposition a laissé Law perplexe. Il marchait à travers la forêt verdoyante, Yuna marchant devant avec enthousiasme et Law la suivant prudemment. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter la forêt, l'excitation de Yuna grandit. Elle a dit à Law qu'ils étaient proches de l'endroit où elle était allée auparavant. Marchant côte à côte, Law regarda son environnement avec surprise. Ils arrivèrent enfin à découvert, où devant eux s'étendait une vallée majestueuse jusqu'à l'horizon. Yuna s'exclama de joie, pointant du doigt le paysage à couper le souffle et s'émerveillant de l'ampleur et de la beauté du monde extérieur. Law était touché. C'était la première fois qu'il voyait un tel spectacle et, rempli d'émotion, il ne put s'empêcher de s'exclamer à quel point c'était incroyable. Se tournant vers lui avec une expression sérieuse, Yuna lui demanda s'il connaissait les règles du monde extérieur. Cette question a suscité chez lui curiosité et confusion. Elle sortit alors un livre secret qu'elle avait acheté à un marchand, expliquant qu'il décrivait un système utilisé dans le monde extérieur rang. Yuna poursuivit en expliquant que ce système couvre presque tout. Aventuriers, guérisseurs et même musiciens, tous sont classés par rang. Ceux qui atteignent des rangs sont appelés rankers, et la classification est basée sur la force, la nourriture, la richesse et même les armes. Elle s'exprimait avec passion, soulignant que le monde extérieur vivait dans un monde de pouvoir. C'était une véritable course au rang. Law fut étonné, réalisant peu à peu que les règles extérieures étaient complètement différentes de celles auxquelles il était habitué. Pendant ce temps, Yuna proclamait son rêve de devenir une aventurière classée. Elle a dit qu'elle voulait voyager loin, relever des défis, rencontrer des rivaux et finalement devenir une aventurière dure à cuire. Law lui rappela sévèrement l'interdiction de quitter le village, mais elle l'interrompit, pleine d'énergie, déclarant que les interdits lui étaient indifférents. Sa décision était définitive. Puis elle lui tendit la main, les invitant à partir ensemble. Avec un grand sourire et un cri de joie, elle annonça qu'elle voulait qu'ils partent ensemble à l'aventure. Law la regarda avec une expression sceptique. À ce moment-là, elle se souvint d'un moment dangereux de son enfance, lorsqu'à l'âge de 5 ans, elle fut attaquée par un énorme monstre. Et elle avait très peur. Elle se souvint comment Law l'avait courageusement sauvée en rencontrant l'oiseau soudainement, et une libération de force incompréhensible. Law a été surpris par l'histoire et a demandé si cela s'était réellement produit. Yuna confirma avec enthousiasme et remarqua que quelque chose d'étrange en ressortait alors. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait depuis réalisé que même si Law était habituellement calme, mais quand il est sérieux, il devient plus fort que quiconque. Elle sourit et lui dit qu'il brillerait encore plus dans le monde extérieur. Et elle l'invita avec enthousiasme à se joindre à l'aventure. Elle a dit qu'il deviendrait un grand aventurier, et ensemble, ils exploreront le monde extérieur. Law resta silencieux un moment, puis remercia doucement Yuna. Il a cependant admis que, malgré tout, il aime son village et ne peut se résoudre à le quitter. Yuna était furieuse de sa décision. Frustrée, elle commença à le frapper, criant son désaccord avec son entêtement. Après avoir annoncé qu'elle partirait seule, elle se retourna en criant avec colère et déception qu'elle ne regarderait plus en arrière et qu'elle suivrait son propre chemin. Law lui a crié de faire attention sur le chemin. Alors qu'il était assis là, à réfléchir, il réalisa soudain quelque chose à laquelle il n'avait pas pensé auparavant. Yuna allait en fait quitter le village pour toujours. Il regarda seul l'horizon lointain, tandis que les paroles de Yuna sur le système de classement dans le monde extérieur résonnaient dans sa tête. Le temps passa, et le coucher du soleil commença à peindre le ciel de nuances chaudes. Et pendant tout ce temps, il était assis sur l'herbe et regardait le ciel. Finalement, vers le soir, il décida de retourner au village. Il s'est levé sur ses pieds, et il regarda le ciel d'une manière étrange. Quelque chose d'étrange a attiré son attention dans les nuages. Il se retourna, surpris, et fut choqué de voir un énorme objet au-dessus de lui, d'apparence menaçante et inconnue. Soudain, cette île volante a commencé à briller d'énergie. Un puissant faisceau a jailli de cet objet. Plein de lumière et d'énergie, si fort qu'il a fait tomber Law. Il a essayé de comprendre ce qui se passait, mais soudain tout s'est arrêté. L'objet mystérieux a soudainement disparu avec une vitesse étonnante, laissant Law dans la peur et l'anxiété. Il a immédiatement couru en arrière, essayant de tout vérifier. Est-ce que Yuna, sa grand-mère et les autres résidents vont bien ? En courant,
il essayait de se convaincre que tout irait bien, que le village et ses habitants étaient en sécurité. Mais lorsqu'il arriva à l'endroit où se trouvait le village, il ne vit qu'un immense cratère au milieu de la forêt. Pas une seule créature vivante, et l'horreur le saisit. Il resta figé, abasourdi, fixant le vide où se trouvait autrefois le village. Il n'y avait pas de mots, et il commença à descendre. La panique le saisit et il courut. Il criait les noms de Yuna, de sa grand-mère et de tous ceux qui étaient encore en vie. Mais personne ne répondait à son appel. Dans un moment de déclin et de désespoir, une image de Yuna lui apparut à l'esprit. Sa version plus jeune, souriante, lui disait que tout irait bien. L'eau se noyait dans des souvenirs douloureux, se souvenant des paroles de ses compatriotes villageois, selon lesquels il n'était pas seul, que depuis lors, ils étaient devenus sa famille. Ses yeux se remplirent de larmes. Il hurla de douleur et de désespoir alors qu'il tombait à genoux devant la destruction qui s'était abattue sur son village. Avec une expression de choc et d'incrédulité, il se demanda amèrement pourquoi tout cela était arrivé à sa maison et à son peuple. L'eau fondit en larmes, se reprochant avec un profond remords de n'avoir rien fait. Soudain, un type est arrivé et a dit qu'il était encore en retard et qu'il devait juste regarder. Il s'approcha du bord du cratère et se remarqua. L'eau, en pleurs, regarda l'homme qui apparut soudain, confus. Soudain, l'étranger se leva d'un bond et sauta dans le cratère, courant vers le garçon. Il demanda calmement à Love si celui-ci était un survivant du village de Tully. Love répondit d'une voix douce et triste « Oui ». L'homme a exprimé ses condoléances à Lo et la douleur qu'il traverse. Et il rapporta ensuite que l'île apparue plus tôt avait disparu. Lo fut surpris et il demanda quelle était cette île. Il s'interrogeait sur la nature de l'objet mystérieux, apparu et disparu instantanément, et submergé par la colère et les larmes, il a été obligé d'expliquer le sort de ses compatriotes et ce qui leur était arrivé. L'homme répondit sérieusement que Lo devrait oublier complètement le village, et lui a remis un petit morceau de papier avec des instructions sur l'endroit où il devait aller s'il voulait être en sécurité. Lo est devenu furieux, a attrapé l'homme par les vêtements et a exigé une réponse claire. Mais il s'exclama soudain que le village avait disparu à jamais et que ce monde n'était pas pour un gars comme lui. Puis, avec un regard sérieux, il dit à Lo d'oublier tout ce qui s'était passé, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il s'est également dit que Lo ne devrait pas creuser davantage, sinon il deviendrait lui-même la prochaine victime. Mais Lo, au fond, refusait d'abandonner. Et l'écho des mots de Yuna, « Lou, quand tu es vraiment déterminé, tu es le plus fort », revint à son esprit. À ce moment-là, il sentit une étrange puissance s'éveiller en lui. L'homme se tourna vers le garçon sous le choc. Et avec colère et détermination, il décida qu'il n'oublierait jamais ce qui s'était passé et jure d'aller sur cette île et de ramener tous les habitants, quoi qu'il en coûte. Les pensées de Lo revinrent au souvenir d'enfance de ce jour-là, lorsqu'il a perdu ses parents sous les décombres d'un glissement de terrain. Il se souvenait avec amertume des jours qui avaient suivi cette tragédie lorsqu'il s'était retrouvé seul. Mais quelque chose a changé un de ces jours. Le village et ses habitants l'ont accueilli et ont pris soin de lui comme s'il était leur propre fils. Lo a commencé à recréer des images de Yuna, se souvenant que comment elle était toujours là avec des bouquets de fleurs et un sourire innocent. Les souvenirs des villageois lui revinrent en mémoire, des gens gentils qui ne pouvaient ignorer le malheur des autres. À ce moment crucial, Lo réalisa qu'il ne pourrait jamais oublier ces personnes et une mystérieuse énergie prana jaillit de lui avec puissance. La détermination était évidente sur le visage de Lo. Il était déterminé à se rendre sur cette île à tout prix et à ramener tous ceux qu'il avait perdus. Le mystérieux vagabond que Lo rencontra fut choqué par l'énorme quantité de prana émanant du garçon. D'étranges formes ont commencé à apparaître devant l'homme. L'espace autour de Lo a commencé à se déformer à cause de la force qui l'entourait. À cet instant, Lo se souvint de la définition du prana tirée d'un livre qu'il avait lu. Il s'agit d'une énergie mentale inhérente à tous les êtres vivants. Il a également lu que tout le monde possède du prana, mais que seuls quelques-uns sont capables de l'utiliser consciemment. Ceux qui sont particulièrement doués peuvent intentionnellement diriger cette énergie et lui donner du pouvoir. Habituellement, le prana est invisible et incolore, mais lorsqu'il est fort, il se manifeste de manière brillante et claire.
Lo a également rappelé que le prana peut avoir des propriétés uniques selon les races. Il présenta ses compatriotes villageois et devint encore plus triste de leur mort. Le vagabond a noté avec inquiétude que Lo était l'un des rares survivants d'un endroit appelé Baibel, et au début, il voulait le protéger, mais maintenant il réalisait qu'il se libérerait bientôt. L'homme pensait avec regret que Lo n'avait aucune idée du danger que représentait sa situation. À ce moment-là, il a enfoncé son épée dans le sol juste devant le gars. Il se tourna ensuite vers Lo et dit que s'il voulait vraiment atteindre l'île, il devrait prendre l'épée et prouver sa force. L'homme a ajouté sérieusement que, voyant un potentiel suffisant chez Lo, il prendrait personnellement en charge sa formation. Lo le regarda, et il retira l'épée du sol. Le guerrier tira sa deuxième épée, brillante d'une puissance rouge, et ordonna à Lo de se battre jusqu'à la mort. Un combat féroce s'ensuivit entre eux, Lo se tenant enveloppé dans un puissant prana vert, et l'homme dans une aura rouge de prana. Il chargea en avant, attaquant avec la puissance de son prana unique et sa pleine détermination à se battre. Pendant le combat, l'homme a remarqué que l'escrime de Lo était faible, mais la puissance et la pression de ses coups étaient étonnantes. Malgré son incompétence, l'attaque de Lo fut étonnamment dévastatrice. Alors que leurs lames s'entrechoquaient, ils échangèrent des regards acérés qui reflétaient le sérieux et la force de l'autre. Une vague de prana déferla autour de Lo, surprenant l'homme et ajoutant à son étonnement. Il réalisa alors que Lo était vraiment exceptionnel, et il put difficilement contenir son admiration pour le jeune homme. Lo s'avança encore plus fort, son visage brûlant de détermination et de colère, continuant à appuyer sans retenue. Après ce coup puissant, tout un faisceau d'énergie de prana s'est formé. Une fois le duel terminé, l'homme s'est assis à côté de Lu et a dit que l'île qui avait fait disparaître le village s'appelait Sky Island. Il a expliqué que l'île flotte généralement au-dessus de l'océan, mais qu'elle apparaît parfois soudainement à des endroits aléatoires, détruisant tout ce qui l'entoure. L'homme a exprimé ses regrets d'avoir essayé à plusieurs reprises de l'arrêter, mais sans jamais parvenir à empêcher la destruction. Finalement, il a parlé à Lo de la théorie selon laquelle les gens entourés par la lumière de cette étrange île sont transportés directement vers l'île du ciel. Lo se demandait ce qui se passerait s'il touchait la mystérieuse lumière. L'homme répondit calmement que ce n'était qu'une théorie. Lo a alors demandé que devrait-il faire. Avec un regard sérieux et profond, le guerrier dit que Lo devait être dans le top 10 du classement des aventuriers pour atteindre l'île. Lo s'est enquis de la nature de cette note. L'homme a expliqué que les aventuriers sont des professionnels dont le travail consiste à explorer et à développer des terres inconnues. Il a ajouté qu'ils constituent le groupe le plus important parmi les classifications et que ceux du top 10 sont d'une force égale à celle des monstres. L'homme a précisé qu'en atteignant le top 10 des aventuriers, Lo pourrait se rendre sur l'île céleste. Le garçon attrapa et serra fermement ses vêtements. Il a averti que depuis sa première apparition, l'île a été classée numéro 1 dans le classement des zones dangereuses, et les aventuriers qui en reviennent sont une grande rareté. L'homme a ensuite demandé à Lo s'il voulait toujours y aller, et Lo, avec une détermination inébranlable, a confirmé qu'il le voulait. L'homme regarda Lo pendant un long moment, réfléchissant à sa réponse. Après une courte pause, il dit qu'il ne l'entraînerait que pendant 1 an à partir de maintenant, mais uniquement à l'escrime. Il a suggéré à Lo d'apprendre d'abord et de conquérir ensuite lui-même le sommet du classement. L'homme s'est présenté comme Adol, le chevalier le plus puissant parmi les humains. Adol a demandé au jeune homme son nom et il a répondu calmement « Lou ». Puis Adol lui serra la main et a sérieusement averti qu'il n'y aurait aucune pitié dans l'entraînement. Il a souri et a admis que Lo était la première personne à l'avoir frappé d'un seul coup de poing. Lo regarda Adol avec un regard ferme, prêt pour le test. Ainsi commença une année d'entraînement que Lo lui-même qualifia plus tard d'année d'enfer. Lo s'entraînait avec une intensité extrême et ses mains et ses pieds étaient couverts de coupures et d'ampoules. La peau a été déchirée par les pierres. Il a également dû faire face à des défis dangereux où ses muscles ont été déchirés et ses os ont été brisés. La douleur et la souffrance sont devenues si courantes que le sang coulait constamment en raison de la sévérité de l'entraînement. Après tous ces tourments, Adol a soudainement arrêté de parler de l'île céleste, comme s'il faisait allusion « Cherchez les réponses vous-même, et si cela ne fonctionne pas,
résignez-vous. Lo a continué à se battre et à endurer, croyant que ses compatriotes étaient vivants. Et cette croyance l'a poussé à aller de l'avant. De nombreuses questions le hantaient encore. Il réfléchissait constamment aux raisons de la disparition du village. Et à propos de ce qu'est cette île mystérieuse, Lo avança obstinément avec son épée, s'assurant qu'il parviendrait à la vérité en gravissant les échelons des aventuriers. Avec une détermination indomptable, il s'est promis encore et encore d'atteindre les sommets des audiences afin de révéler tous les secrets de ce qui s'est passé. Une année entière s'était écoulée depuis le début de l'entraînement et Lo se tenait à côté d'Adol au sommet de la colline, admirant la vue. Adol demanda, regardant l'horizon, s'il était prêt pour le prochain voyage. Lo répondit avec assurance et calme qu'il était prêt depuis longtemps. Il regarda devant lui pensivement, se souvenant des paroles de Yuna à propos de son rêve de devenir une aventurière classée, et invitez-le dans votre aventure. Il se souvint également que Yuna, rêvant de ce monde, avait disparu, et il réalisa que maintenant, il y allait à sa place. Lou a décidé intérieurement de réaliser le rêve de Yuna et de terminer son voyage pour elle. À ce moment-là, Adol l'appela, lui disant qu'il était temps de commencer le voyage et l'invita à continuer. Lo répondit calmement et avec confiance qu'il était prêt à partir. Après une année d'entraînement exténuant, Lo avait radicalement changé. Il avait maintenant 17 ans et avait sensiblement grandi. Lou était en effet pleinement préparé à commencer son voyage vers l'île Céleste en tant que disciple du chevalier le plus fort de l'humanité. Son voyage a commencé dans le royaume de Baltyr, plus précisément dans le village de Tully, et se dirigea vers la capitale royale de Trakist. À Trakista, il y avait une institution appelée le Bureau de reconnaissance qui conservait et mettait à jour les notes des aventuriers. Dans l'un des bureaux, une fille dormait sur une pile de livres et de papiers éparpillés. Je marmonnais dans mon sommeil à propos d'oignons et que c'était déjà l'heure. La fille s'est soudainement réveillée en panique, réalisant qu'elle avait trop dormi et raté des choses importantes. Elle a rencontré un collègue qui lui a demandé si elle avait passé toute la nuit à consulter les listes de notation. La jeune fille s'est justifiée en disant que cela faisait partie de son travail puisqu'elle était reconnaisseuse. Un collègue lui a conseillé de prendre soin de sa santé, étant donné que son travail important nécessite une évaluation constante par de nombreuses personnes. Ils ont expliqué que le bureau de reconnaissance est une profession dont les employés voyagent partout dans le monde, d'évaluer équitablement les compétences des aventuriers et de leur attribuer des rangs et que les travailleurs soient formés de cette manière. Le personnel du bureau de reconnaissance doit posséder de vastes connaissances et de grandes capacités de jugement et de prise de décision. De plus, pour obtenir un poste qui donne le droit d'évaluer et de classer les autres, il a fallu passer de nombreux contrôles et tests. Ce travail était donc considéré comme l'un des plus difficiles, hors de portée de tous. Seuls quelques privilégiés pouvaient y accéder. La jeune fille a admis à son collègue en souriant qu'elle n'était qu'une employée junior et qu'elle devrait faire de gros efforts pour obtenir une promotion. Elle a ri bruyamment, disant qu'elle voulait faire plusieurs choses à la fois. Un collègue a suggéré que la meilleure façon d'obtenir une promotion était de devenir l'agent personnel d'un éminent fonctionnaire. Mais la jeune fille répondit tristement qu'elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un digne de son attention. La collègue a ri, notant qu'elle avait des normes trop élevées, mais la fille a dit que ce n'était pas une question de ses critères, mais du fait que tous les classeurs actuels étaient des idiots. Elle expliqua avec passion que la compétition entre aventuriers était autrefois féroce, et maintenant les premières lignes du classement stagnent, ce qui leur enlève des clients précieux. La jeune fille a fermement déclaré que la notation n'a de valeur que lorsqu'elle change et évolue constamment. La collègue a souri d'un air moqueur, disant qu'elle était trop préoccupée par les notes et les évaluations, et la fille a ri. La fille du bureau était enthousiaste à l'idée de voir apparaître une nouvelle star qui bouleverserait les audiences. Le collègue a ri en ouvrant la porte et a dit que la nouvelle star pourrait être ici. Elle a ensuite ouvert la porte d'une salle pleine de monde et a déclaré que cette étoile montante était peut-être déjà là. La fille avec la casquette a demandé pourquoi il y avait autant de candidats cette année, et sa collègue a répondu qu'il y en avait habituellement beaucoup moins. Elle a ajouté que l'augmentation de l'intérêt pourrait avoir été causée par le déplacement de 2 mois de la forêt d'Azaban vers le haut du classement des zones de danger, ce qui a attiré l'attention des aventuriers.
En y regardant de plus près, le collègue a constaté que de nombreux candidats prometteurs étaient apparus cette année. Elle a commencé à parler de l'un des participants, Hall Darkis, classé 753e parmi les mercenaires, le jeune chef d'un gang célèbre. Elle a ensuite pointé du doigt un jeune homme nommé Eddie Markman, classé 402e mondial, issu d'une célèbre famille de tireurs. Elle a ajouté qu'il y avait d'autres spécialistes exceptionnels parmi les participants, comme un classeur commercial et d'autres. Cap remarqua plusieurs autres silhouettes, un chevalier, un navigateur et un guide de rang. Un collègue l'a félicité pour avoir reconnu les notes sans qu'on lui demande, ce à quoi la jeune fille a fièrement répondu que c'était facile, car elle savait reconnaître. Cap a expliqué avec enthousiasme pourquoi le titre de ranker était si important. Il était très utile et indispensable pour accéder à certaines spécialités. Au milieu de leur conversation, un autre collègue les interrompit. Après avoir demandé à attendre, les procédures d'inscription ont commencé. Lo est entré dans la salle d'inscription et a été chaleureusement accueilli par la réceptionniste, qui a déclaré qu'il avait été envoyé là pour s'inscrire au classement. L'administrateur a expliqué le système d'enregistrement. Il est géré par leur bureau et vous pouvez mettre à jour votre évaluation dans n'importe quel bureau avec un représentant, mais vous devez vous inscrire pour la première fois ici. Lo a dit à l'administrateur qu'il voulait s'inscrire en tant qu'aventurier classé. Elle sourit et lui informa que son timing était parfait. L'examen était sur le point de commencer et lui suggéra de le passer immédiatement. Lo a accepté, a rempli le formulaire d'inscription et l'administrateur l'a informé que les frais d'examen étaient de 3000 pièces. Lo a terminé le processus d'inscription. L'administrateur le remercia, lui demanda d'attendre dans la salle voisine et lui donna le numéro de participant 53. Cap remarqua Lo qui passait et s'exclama avec surprise qu'il y avait encore des gens qui ne savaient pas ce qu'était le bureau de reconnaissance. La collègue a ri, disant qu'elle n'avait expliqué cela à personne depuis longtemps. Un collègue a demandé à Gégé de l'aider à se préparer à un examen et elle a accepté, en plaisantant que la paperasse était meilleure. L'administrateur a commencé à expliquer les détails de l'examen. Il se déroulera en 3 étapes. Elle a expliqué qu'il y aurait d'abord une épreuve écrite, puis une étape pratique, et que l'examen final serait expliqué plus tard. Elle a conseillé aux participants de ne pas désespérer si quelque chose ne fonctionne pas à un moment donné. Tout peut être compensé par le succès dans les autres. Les participants ont immédiatement commencé l'examen écrit, et certains d'entre eux étaient clairement nerveux et concentrés. L'un des candidats pensait que l'examen était incroyablement difficile et qu'il couvrait trop de sujets. Après un certain temps, l'administrateur a annoncé la fin du test écrit. Elle a dit que l'étape pratique aurait lieu dans la forêt à l'extérieur du village dans 2 heures et que nous devions attendre les résultats de l'examen. Dans la pièce voisine, l'administratrice a demandé à la fille Luke de l'aider à vérifier les papiers et elle a répondu avec enthousiasme qu'elle était prête. Au bureau, 2 employés étaient occupés à vérifier les formulaires d'examen. Vérification du travail, la fille est tombée sur la feuille de participant numéro 53, Lo, et se souvint immédiatement de lui par le regard triste qu'elle avait vu auparavant. Mais son expression passa de la curiosité au choc total lorsqu'elle a découvert que toutes les réponses de Lo à l'examen écrit étaient complètement fausses. Frustrés, les jeunes employés soupirèrent et notèrent qu'elle devait penser aux sentiments de ceux qui se retrouvaient soudainement confrontés à une épreuve aussi difficile. 2 heures plus tard, les participants se sont réunis dans la forêt pour un examen pratique où l'administrateur a expliqué qu'ils devaient trouver certains trésors. Elle a montré un grand tableau avec le prix de chaque objet et a strictement interdit les bagarres entre les participants. Celui qui le prend en premier obtient l'objet. Les sujets ont commencé à se vanter de leurs compétences et de leurs capacités. L'administrateur a donné le coup d'envoi de l'étape pratique et les participants se sont précipités dans la forêt. Elle poussa un soupir de soulagement lorsque tout le monde partit, disant que maintenant elle pouvait prendre un peu de repos. Elle a demandé à un collègue combien d'entre eux, selon elle, parviendraient à aller plus loin, et le collègue a répondu environ la moitié. Alors que les participants se déplaçaient agilement à travers le fourré, l'administrateur a demandé s'il y avait quelqu'un de particulièrement remarquable parmi eux. Mais la collègue a répondu tristement qu'elle n'avait encore rien remarqué d'exceptionnel. À ce moment-là, le vieux Darkis, qui avait été le premier à atteindre le lieu de rendez-vous,
apparut et lui demanda s'il avait accompli la tâche en premier. Le vieux Darkis a présenté un morceau de précieux minerai royal, ce qui lui a valu 120 points à l'examen. L'administrateur lui a demandé s'il était sûr de vouloir terminer l'examen maintenant, et il a répondu avec indifférence qu'il le réussirait de toute façon. Elle a essayé d'expliquer que plus de points lui donnerait une meilleure note lors de son inscription, mais il n'a montré aucun intérêt, disant que sa principale occupation était le travail de mercenaire et que le rang d'aventurier n'était pas important pour lui. Pendant ce temps, Eddie Markman est rapidement apparu avec une plume d'oiseau rare et a demandé avec surprise qui était arrivé avant lui. Là, elle lui a déjà dit que son coup était de 180 points. Le vieux Darkis a commencé à se moquer d'Eddie à cause de la plume d'oiseau. Mais il répondit avec assurance que la plume appartenait à un oiseau capable de voler silencieusement à 500 km/h. Ils échangent des remarques acerbes. Alors que l'administrateur a noté avec un sourire que le système de notation donne aux gens un sentiment de fierté, et un collègue a confirmé que cela fait partie de la force des participants, soudain, tout le monde a remarqué des pas bruyants qui approchaient. La foule vit avec étonnement, alors que l'eau émergeait de la forêt, traînant derrière lui la carcasse d'un énorme ours. L'eau s'est approché d'eux, traînant l'énorme carcasse derrière lui. Et la jetant par terre, il a dit calmement qu'il ne savait pas comment extraire la bile d'un ours. Alors il a apporté la carcasse entière et a demandé s'ils l'accepteraient de cette façon. L'administrateur a hésité, mais a déclaré qu'en principe, c'était acceptable, même si cela pouvait paraître étrange. Lowe a obtenu 300 points, et tout le monde a été étonné de la façon dont il a tué l'ours rouge tout seul. La jeune fille demanda avec surprise comment il avait réussi à reconnaître un animal aussi rare s'il avait eu de si mauvais résultats à l'examen écrit. Et il a simplement répondu que ces ours apparaissent souvent près de son village. La jeune fille était perplexe face à l'attitude de Lowe, et un autre participant a demandé à voix haute à son ami s'il avait vu le combat et comment Lowe avait amené la carcasse. Il a dit nerveusement qu'il avait tout vu de ses propres yeux, mais il l'a rapidement nié, disant qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude car tout s'était passé trop vite. Il se souvenait du moment où Lowe avait dégainé son épée en un éclair pour tenir tête à l'ours. En un clin d'œil, Lowe a vaincu l'ours d'un seul coup, laissant tout le monde sous le choc. Pendant ce temps, l'employé Luke observait Lowe avec un regard pensif et calme, plein d'étonnement. 1 heure plus tard, les participants se sont réunis dans la salle d'entraînement souterraine pour la dernière étape de l'examen. Le responsable a commencé à expliquer que la plus grande peur des aventuriers n'était pas seulement les monstres, mais aussi les gens. Elle a poursuivi en disant que la mission des aventuriers est d'explorer de nouvelles terres, souvent dangereuses et inconnues. La jeune fille a ajouté que de tels voyages comportent le risque de rencontrer des pirates et des bandits, il faut donc de la force. Elle a donc annoncé que l'examen final serait un combat d'entraînement entre les participants. Elle a assuré que le test n'avait pour but que d'évaluer leurs capacités individuelles et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter de gagner ou de perdre. À ce moment-là, l'un des membres les plus forts s'est approché du vieux Darkis et l'a défié. L'homme commença à se moquer du vieux en disant qu'il n'avait apporté qu'une pierre avec lui au stade pratique et qu'il s'était moqué de toute l'équipe de mercenaires. Le grand membre s'est mis en colère et a attaqué Hold avec une grande force, déclarant qu'il ne permettrait pas que son statut soit insulté. Mais Hold l'a facilement renversé d'un seul coup de poing, ce qui a poussé tout le monde à l'admirer. Hold s'est immédiatement excusé auprès de l'employé pour son emportement et elle a dit que tout allait bien puisque le participant vaincu était de toute façon éliminé. D'autres participants ont parlé avec étonnement de la force d'Hold, notant que quiconque essayait de le défier était repoussé. L'employé commença à se demander qui serait l'adversaire d'Hold, se demandant nerveusement. Une employée junior s'est approchée d'un collègue et lui a dit qu'elle voulait choisir un adversaire spécifique pour Lowe, et le collègue a curieusement accepté. Les combats entre les participants ont commencé et les affrontements ont été féroces, démontrant une variété de styles. C'est l'heure du 8e combat, et l'employé a annoncé que le prochain match était celui de l'équipe d'Old Darkis contre Eddie Markman. Lowe a demandé « Et qui se dressera contre lui ?» Contre le solide prétendant au 53e rang, Lowe, seul, tout le monde fut surpris par cette décision, pensant qu'il les sous-estimait tous les deux.
Bien qu'Eddie ait noté que ce n'était pas la première fois qu'il était sous-estimé, l'employé a demandé nerveusement à sa collègue si elle était sûre de son choix, et la collègue a confirmé avec assurance qu'elle avait fait le bon choix. Les yeux de l'employé junior Luke s'illuminèrent d'une forte excitation. Si ses yeux ne la trompaient pas, Lowe n'était pas seulement un participant ordinaire, mais un monstre dans tous les sens du terme. Le combat a commencé dans la grande arène, et tous les présents ont regardé les événements avec impatience. Pendant que les participants à l'examen se préparaient pour la bataille, 2 employés du bureau surveillaient attentivement l'arène. D'un autre côté, Lowe se tenait fermement et avec confiance devant ses 2 adversaires, ne montrant aucune peur ni aucun doute. Pendant ce temps, Al Darkis, le chef du groupe de mercenaires Red Wolf, prêt à se battre aux côtés de son partenaire Eddie Markman, un jeune homme issu d'une célèbre famille d'archers. Ils ont rappelé les exploits de l'escouade Red Wolf, notamment la victoire sur la mafia Camorra, classée 62e au classement des organisations criminelles. On a également dit qu'Al lui-même avait détruit à lui seul 7 dirigeants de ce groupe, y compris le chef. Quant à Eddie Markman, il était l'héritier de la famille d'Archer Markman et avait un talent incroyable pour le tir à l'arc. Dès son plus jeune âge, Eddie a reçu une formation spéciale de son père, qui était autrefois classé 2e au classement du tir à l'arc. Les compétences d'Eddie étaient bien connues parmi les archers, et personne ne doutait de sa précision et de son habileté. Dans ce combat difficile, Lowe, un gars dont personne ne savait rien, se tenait seul face à 2 combattants célèbres. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'employé a annoncé le début du combat et chaque participant s'est précipité vers son adversaire. Eddie a attaqué en premier, tirant une flèche rapide vers Lowe. Mais Lowe a habilement esquivé. Il s'est ensuite immédiatement dirigé vers Al Darkis, se préparant à l'engager dans un combat au corps à corps. Une bagarre rapide et intense éclata entre Lowe et Al, tous 2 portant des coups violents. Ils échangèrent des attaques rapides, et le bruit de leurs épées s'entrechoquant remplit l'arène, étonnant les spectateurs. Les spectateurs furent stupéfaits par la rapidité des coups, qui étaient si rapides qu'il était presque impossible de voir quoi que ce soit. L'un des spectateurs remarqua avec surprise qu'il n'entendait que le tintement des épées, mais ne comprenait pas ce qui se passait sous ses yeux. Soudain, Lowe frappa un coup qui força Al à battre en retraite, submergé par la force de l'ennemi. Profitant du moment, il a essayé de terminer le combat avec un coup de poing direct, mais soudain son attention fut attirée par autre chose. À ce moment-là, Eddie saisit l'occasion et lança une attaque rapide, tirant plusieurs flèches. Mais Lowe a fait preuve d'une habileté incroyable, déviant toutes les flèches avec une vitesse étonnante. Ils ont volé dans les tribunes comme ce qui a choqué le public. Les spectateurs étaient de plus en plus étonnés de la façon dont Lowe gérait les attaques de 2 des combattants les plus forts du monde. Al et Eddie ont échangé quelques jacquemots. Al a dit qu'il était sûr que Lowe était un épéiste d'un très haut rang, et Eddie a admis qu'il n'avait jamais vu un tel combattant. Pour la première fois dans le combat, Lowe parla, demandant calmement quels étaient leurs autres grades. Eddie a répondu qu'il était classé 402e parmi les archers, et Al a dit qu'il était 753e parmi les mercenaires. Lowe a déclaré d'un ton calme et confiant que tout était désormais clair pour lui. Une énergie mystérieuse et incroyablement puissante commença à envelopper Lowe, et il déclara que s'il les battait tous les 2, il entrerait dans le top 1000 du classement. Une puissance énorme émanait de lui, et chacun ressentait sa puissance écrasante. Eddie était stupéfait par cette énergie, son visage reflétant la surprise et le choc. Al était également choqué et excité, se demandant comment cet homme pouvait soudainement avoir une telle aura. Luke regarda Lowe avec étonnement, alors que le prana devenait visible à l'œil nu. Eddie Markman a immédiatement pris Lowe pour cible et a fermement déclaré que les audiences ne sont pas seulement une profession. Il a ajouté que même s'il est 462e parmi les archers, il est également classé 78e au classement des tireurs spécialisés. Eddie a tiré une flèche, mais en une fraction de seconde, Lowe l'a esquivé, et s'est précipité vers Eddie, l'a assommé d'un coup de poing. Lowe se tourna alors vers Al Darkis, qui, voyant son partenaire tomber, se prépara rapidement au combat. Al regarda Lowe avec inquiétude et perplexité face à son étrange pouvoir, son visage montrant la peur d'un tel pouvoir. Les 2 hommes ont pris des positions de combat pour l'affrontement final,
au milieu du bruit tendu de la foule. Ils échangèrent des regards perçants et déterminés. Le regard dur de Law témoignait clairement de sa force. Et Hal avait l'air stupéfait. Law s'est précipité en avant avec une vitesse incroyable, a dépassé Hal et a porté un coup rapide qui l'a presque fait tomber. Au dernier moment, le mercenaire a crié, demandant à Law d'arrêter. Après l'arrêt, Hal a annoncé qu'il se rendait, a laissé tomber son arme et a expliqué qu'il ne pouvait pas se permettre d'être blessé. Il avait un travail. Hal a ajouté que ce serait mauvais s'il était inconscient comme Eddie, et Law semblait analyser silencieusement la situation de l'ennemi. Hal jeta un coup d'œil à la main en mouvement de Law, et j'ai pensé avec inquiétude que ce type n'était qu'un monstre. Hal continua à réfléchir avec un étonnement évident, s'interrogeant sur la véritable nature de ce jeune homme. Pendant ce temps, les spectateurs ont exprimé leur admiration et leur défaite totale face à la force de Law, qui a affronté à lui seul 2 combattants de haut niveau. Luke était sous le choc, l'employé du bureau a annoncé d'une voix claire la fin du match, et le vainqueur, le participant Nero 53, Law. Soudain, l'agent de reconnaissance junior s'est précipité, ignorant l'appel de sa collègue, la laissant se demander où elle se précipitait. Elle a rapidement couru vers la salle avec du matériel de pointe et des ordinateurs. Et avec joie, j'ai commencé à rechercher le personnage principal dans la base de données exclusive des reconnaisseurs. Finalement, l'employé a trouvé des informations sur Law. Son nom complet est Law Tully. Il a 17 ans, mais n'a aucune inscription ni qualification antérieure. Elle fut profondément surprise qu'un homme avec de telles compétences ne sache rien de leur bureau et décida qu'il devait venir d'une région très éloignée. Luke était convaincu qu'il n'avait pas de casier judiciaire, ni de lien avec des groupes spéciaux, ce qui augmentait encore son étonnement et sa joie. Un large sourire et une joie indescriptible se répandirent sur son visage, tandis qu'elle demandait avec jubilation « Où ce talent s'est-il caché pendant tout ce temps ?» Elle se précipita vers la réception et, marchant dans le couloir, se précipita vers Law en criant à haute voix « Law Tully ». Finalement, un employé junior est entré dans la pièce et a proposé avec enthousiasme de devenir son agent exclusif. Mais elle était stupéfaite, une foule s'était rassemblée autour de Law et tout le monde lui faisait les mêmes offres. Elle a été choquée par ce qu'elle a vu et profondément bouleversée d'avoir été un peu en retard. Tout le monde avait déjà proposé ses services avant Mondesiat avant elle. Luke était outré par la hâte des autres, estimant que l'identité de Law aurait dû être vérifiée avant de lui offrir sa coopération. Soudain, Law parut surpris et demanda innocemment ce que signifiait « agent exclusif ». Immédiatement, une employée subalterne est intervenue en criant, assurant Law qu'elle allait maintenant tout expliquer en détail. Elle a commencé une longue explication en disant qu'un agent est une personne nommée pour surveiller la notation de son client. L'employé a précisé que, généralement, pour mettre à jour la note, il faut attendre qu'il soit évalué au bureau principal. Mais avec un agent exclusif, l'aventurier peut mettre à jour la note instantanément, à tout moment et n'importe où, sans attendre. Elle a ensuite expliqué avec passion que cela était particulièrement précieux pour les aventuriers qui voyagent fréquemment à travers le monde. L'employé junior a mis ses mains dans ses poches et elle a sorti un appareil appelé Ranktel, expliquant que c'était un outil unique pour les agents qui enregistraient le rang. Elle a remis l'appareil à Law, notant que s'il voulait gravir les échelons rapidement et efficacement, il avait besoin d'un agent exclusif comme elle. Après avoir réfléchi un instant, j'ai sérieusement considéré l'offre. Puis d'un ton calme, il dit qu'il n'avait qu'une seule condition. Law regarda tout le monde autour de lui, et un moment de surprise s'est répandu parmi les observateurs, après la demande inattendue et difficile de Loé, les gens ont commencé à chuchoter, notant que le top 10 comprenait des forces extraordinaires. Certains, malgré à ce moment-là, l'employé subalterne le regarda. Et quand elle a finalement réussi à le rattraper, elle a crié son nom à haute voix, lui demandant d'arrêter. Luke, essoufflé, demanda « Pourquoi ce héros veut-il entrer dans le top 10 du classement ?» Mais il lui coupa la parole et lui dit que cela ne la regardait pas. Puis Luke a demandé à en faire son affaire. Elle s'est levée avec enthousiasme et a commencé son discours sur son désir de devenir son agent reconnaisseur personnel. C'est avec son aide que le personnage principal pourra atteindre le top 10 du classement. Mais Law a répondu calmement qu'il ne voulait pas mettre l'enfant en danger, ce qui a surpris l'employé,
qui s'est mise en colère et a dit qu'elle n'était pas une enfant, mais avant tout une reconnaisseuse. Lo lui a dit fermement que même si elle n'était pas une enfant, il n'avait aucune intention d'embaucher qui que ce soit. Il continua en regardant tranquillement l'horizon, ajoutant qu'il ne voulait pas entraîner les autres dans ce qu'il faisait. Mais l'employé n'a pas abandonné, insistant encore une fois avec une confiance encore plus grande sur le fait qu'elle avait un travail à faire qui devait être achevé à tout prix. Elle parla avec encore plus de ferveur lorsqu'elle expliqua à Love qu'elle avait une bonne raison de risquer sa vie, et c'est pourquoi elle veut travailler avec lui et former une alliance. L'employé junior Lowe a révélé sa principale raison, affirmant qu'elle avait un objectif et une mission qu'elle avait l'intention d'accomplir quoi qu'il arrive. À ce moment, en entendant cela, Lowe répondit très doucement en la regardant droit dans les yeux que lui aussi avait des affaires à régler quoi qu'il arrive. Ils se tenaient face à face dans une confrontation directe, tandis que la ville autour d'eux était baignée de soleil doré. L'employé a tendu la main à Lowe avec enthousiasme, lui assurant qu'elle pouvait s'en occuper. Lowe, un ancien membre du personnel supérieur à l'époque, a déclaré qu'elle l'élèverait aux rangs les plus élevés et a donné son nom comme étant Luke Emidia. Lowe a également prononcé son nom, même si elle le connaissait déjà, et lui a également tendu la main. Finalement, ils se sont serrés la main sur fond de soleil couchant, marquant le début officiel de leur union. La scène s'est déplacée dans une maison louée par un employé subalterne, où elle a chaleureusement salué Lowe, lui demandant avec enthousiasme s'il aimait l'endroit. L'employé a expliqué avec enthousiasme que le bail n'était que pour quelques jours et a suggéré à Lowe de l'utiliser comme base temporaire. Lowe la remercia poliment pour ses efforts, la qualifiant de très compétente, mais elle répondit timidement que ce n'était pas si important. Ce qui la rendit très en colère. Emidia lui a assuré, avec force et passion, qu'elle prouverait sa compétence complète en seulement une semaine, et même Lowe a presque souri et a simplement dit qu'il l'espérait. Emidia a remarqué que, malgré la force et le sérieux du combat de Lowe, dans la vie de tous les jours, il est très distrait. Combien de fois on le lui dit ? Soudain, les résultats des examens sont arrivés et l'employé a sorti un appareil Ranktel annonçant avec enthousiasme à Lowe que ses résultats étaient prêts. Le résultat a montré que le classement initial de Lotoli en tant qu'aventurier était 2728e. Luke a été surpris et a dit que c'était un très bon rang, reçu immédiatement après l'inscription. Lowe pensait qu'il devrait être dans la fourchette des 3 chiffres. 2 candidates avaient déjà des scores élevés. Eddie était classé 82e parmi les pistoleros, tandis qu'Cole était classé 753e parmi les mercenaires. Emidia a expliqué que le classement aventurier est le plus compétitif de tous les rangs, ce qui rend les positions élevées extrêmement difficiles, et pas seulement en raison de la force. Elle montra ensuite à Lowe les détails de son classement, précisant qu'il avait toujours un rang de 58 épéistes, ce qui était un résultat exceptionnel. L'employé a confirmé sans équivoque que ce chiffre reflète le sommet du talent selon le bureau de reconnaissance. Lowe a ensuite demandé si Ola et Eddie avaient d'autres classifications. Emidia a confirmé et a listé leurs différentes classifications. Elle a annoncé les notes de tous les Darkut mercenaires, 753, épéistes, 521, nettoyage spécial, 209, enquêteur, 2831 et dirigeant de confiance, 86. Elle a également énuméré les notes d'Eddie Marksman, 420, Sniper 781, Scout 2111 et une impressionnante 19e place en culture de champignons. Emidia a expliqué qu'il est possible d'avoir plusieurs évaluations, mais cela augmente la charge de travail et la responsabilité, mais Lowe a immédiatement et fermement répondu qu'il n'avait pas besoin de travail supplémentaire et l'employé a souri, disant qu'elle commençait à comprendre un peu mieux son caractère. L'employé a exposé son objectif principal, indiquant clairement qu'il souhaitait entrer dans le top 10 des aventuriers le plus rapidement et le plus rapidement possible. Elle a ensuite pointé du doigt Kraputito avec enthousiasme, notant qu'elle supposait que son objectif ultime était d'atteindre Sky Island. Lowe continua de l'écouter attentivement, silencieusement et sérieusement, sans nier ce qu'elle disait. Il lui a demandé avec surprise comment elle le savait, et elle lui a expliqué que c'était le seul privilège des 10 premiers. Emidia, lui, a alors demandé s'il pouvait lui dire la raison du coup après la période probatoire,
et Lo a accepté. Elle a répondu qu'elle partagerait également sa situation une fois la période d'essai terminée. Elle a ajouté qu'il serait juste d'échanger des détails, même si elle a noté que sa situation était quelque peu complexe et difficile à expliquer à un nouveau venu dans le monde des notations. Une expression sérieuse et mystérieuse apparut sur son visage alors qu'elle disait doucement qu'elle poursuivait l'obscurité des rangs. Lorsque Lo lui a demandé ce qu'elle venait de dire, elle a rapidement agité la main, a souri et a dit que cela n'avait pas d'importance. Elle a immédiatement changé de sujet et lui a demandé d'où il tirait un tel pouvoir, en particulier son impressionnante maîtrise de l'épée. Lo répondit simplement qu'il était devenu l'apprenti d'un chevalier nommé Adol il y a 1 an, la faisant crier de surprise à l'évocation de ce nom. Elle l'attrapa avec confusion, lui demandant s'il était Adol, le chevalier numéro 1 et le chevalier le plus fort de l'humanité, ce à quoi Lo répondit calmement qu'il l'était. Elle fut frappée par sa réaction calme et a raconté à quel point Adol était célèbre, notant qu'il n'avait jamais enseigné à personne, et il y a des rumeurs selon lesquelles il prévoyait de choisir un successeur de premier rang parmi les jeunes chevaliers de la prochaine génération. Et Média était toujours ravi que Lo soit devenu le successeur d'Adol et tremblait, disant que les autres chevaliers s'évanouiraient s'ils l'apprenaient. Lo a alors demandé calmement et simplement si Adol était vraiment si incroyable, et l'employé a confirmé qu'il était le chevalier numéro 1 et le plus fort du monde entier. Elle a progressivement remarqué qu'il avait réussi à frapper Adol avec son épée, ce qui a fait crier l'employé d'incrédulité, c'était impossible. Elle a finalement attrapé son appareil et a vérifié à nouveau les données de Lo. Je me suis assuré que Tully était un nom de famille complètement nouveau dans la base de données, et j'y ai à nouveau réfléchi sérieusement. Lo se souvenait d'une vieille conversation avec Adol. Lorsqu'il lui a demandé la signification du nom de famille et s'est rendu compte que le concept lui était inconnu, Adol lui a dit que s'il voulait vraiment se rendre à l'île du ciel par le chemin le plus court, il devrait utiliser le nom de Lo Tully, avertissant que cela pourrait comporter de gros risques, mais donnant des indices importants. Lo y a réfléchi, et a dit qu'il comprenait et qu'il utiliserait ce nom. La scène est revenue au présent, où l'employé a demandé avec curiosité à Lo si Tully était un pseudonyme. Mais Lo a été ferme, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'un pseudonyme, mais plutôt que Tully était le nom de famille de sa famille bien-aimée. Un sourire chaleureux apparut sur le visage d'Emidia, et elle le remercia pour son explication. Elle a ensuite suggéré une pause et a dit à Lo que ses fonctions d'agent étaient terminées pour la journée. Emidia commença à enlever son chapeau, disant qu'elle ressentirait bientôt un soulagement. Lo fut surpris de voir cela et s'exclama qu'il ne s'attendait pas à cela. Puis, visiblement embarrassé, il demanda maladroitement « Elle était une fille tout ce temps ?» L'employé a crié de colère et a demandé avec un profond embarras s'il venait juste de s'en rendre compte, ce à quoi Lo a calmement répondu « Désolé ». L'employé semblait extrêmement irrité par le calme de Lo, le regardant avec colère et irritation. Puis elle rugit de désespoir, se demandant si « désolé » était tout ce qu'il pouvait dire après une découverte aussi choquante. Le lendemain matin a commencé avec une image calme de la ville et de ses rues animées. Emidia était assise dans la pièce et lisait le journal. Calme et concentrée, Lo est sortie du dernier étage et a été accueillie avec un sourire par l'employé, qui a noté qu'il s'était réveillé tôt. Lo marmonna qu'il allait juste chercher de l'eau. S'approchant et la voyant clairement, il hésita légèrement et dit doucement que ce n'était rien d'important. Ils se saluèrent poliment, après quoi Emidia suggéra de prendre le petit déjeuner ensemble. Elle remit son chapeau en disant que la route serait longue, mais aujourd'hui, la première étape de leur long voyage a été franchie. Elle a déclaré avec beaucoup d'enthousiasme qu'il était temps de faire une planification stratégique sur la façon dont Lo pourrait entrer dans le top 10 des aventuriers. La scène a changé dans un modeste restaurant de la ville où Emidia a expliqué à Lo que le principal moyen d'augmenter le rang d'un aventurier est l'exploration ou les exploits d'exploration dans de nouvelles terres. Elle a précisé que ces missions pourraient être volontaires, mais a conseillé de commencer par accomplir des missions officielles. Lo accepta et écouta attentivement pendant qu'il prenait son petit déjeuner, tandis qu'elle lui expliquait que de nombreuses personnes avaient
besoin des pouvoirs des aventuriers et se voyait confier des missions. Lorsqu'elle a obtenu l'appareil Ranktel, il pouvait facilement accéder à ses missions avec lui. Law a noté que c'était pratique et l'employé a souri, disant qu'il était libre de l'utiliser s'il la désignait comme son agent. Alors qu'ils continuaient à manger ensemble, Law demanda avec intérêt s'il y avait des missions qui augmenteraient rapidement son rang. Elle a répondu qu'il suffisait de choisir des missions de grande difficulté, car elles avaient le plus grand impact sur la notation. Law a immédiatement décidé de choisir la mission la plus difficile de la liste. Trouver le trésor caché à l'intérieur du temple englouti de Takarma, une zone dangereuse classée 7e sur la liste des endroits dangereux. Mais Emidia s'opposa vivement à son choix, insistant sur le fait que la mission à ce stade était impossible pour lui et profondément dangereuse. Malgré ses protestations véhémentes, Law a tenu bon et a déclaré qu'il ne connaîtrait jamais ses limites tant qu'il n'aurait pas essayé. Cependant, Emidia répéta que cette mission dépassait ses capacités et qu'il risquait de mourir avant d'avoir pu gravir les échelons. Lou la regarda avec une détermination inébranlable et lui demanda de lui donner une chance, expliquant que Sky Island était classée première en termes de danger. Et cela signifie qu'il n'y a plus de place pour la retraite. Emidia ressentait beaucoup de pression et pensait qu'il était incroyablement têtu et qu'elle devrait le convaincre par tous les moyens nécessaires. À ce moment-là, une nouvelle personne apparut soudain. Emidia le regarda, visiblement choquée. Elle l'appela Monsieur Laoud. Il la salua avec un sourire, disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Law a demandé à l'employé qui était cet homme et elle l'a rapidement présenté comme étant Loud Bloward. Emidia a expliqué que Laud était un individu très puissant, classé 11e parmi les aventuriers. Law était clairement surpris lorsqu'il a entendu cela. Et je me suis immédiatement souvenu des paroles d'Adol selon lesquelles dans les rangs supérieurs, tous les aventuriers sont de véritables monstres de force. Law sentit que le Loud qui se tenait devant lui était en effet l'un de ces monstres dont parlait Adol. Il se dit que si Laud était à la 11e place, il n'était qu'à un pas d'être éligible pour aller sur l'île des dieux. À ce moment-là, Emidia sourit avec beaucoup d'enthousiasme et dit à Laud que son arrivée était le moment idéal, puis lui demanda soudainement une faveur. Elle a ensuite crié avec enthousiasme à Laud de battre Law. La scène s'est transformée en une arène de combat où Laud se tenait en face de Law, s'excusant pour le retard. Laud a déclaré qu'il ne s'attendait pas à un duel, il a donc emprunté une arme à quelqu'un d'autre, notant qu'elle était légère et adaptée au combat. Law s'est présenté sérieusement et formellement, précisant que son nom était Law Tully. Laud sourit et dit qu'entre aventuriers, il n'y avait pas besoin de formalité, on pouvait parler librement et avec désinvolture. Il avoue Tutana, il a ajouté qu'il connaissait bien l'employé, car elle avait déjà mis à jour son évaluation. Il a également salué ses compétences exceptionnelles. Il a expliqué qu'Emidia possède une richesse de connaissances, de passion et de minutie dans son travail, des qualités qui la distinguent des autres agents. Il a également souligné que, puisque la demande provenait d'un employé aussi diligent, il était prêt à aider de toutes les manières possibles. Laud se prépara à donner une leçon à ce débutant têtu, ajoutant avec un sourire que Luke se souciait clairement de lui. Law prit position et sentit immédiatement à quel point Loud était puissant simplement en le regardant. Une puissante aura d'énergie émanait de Loud, et Law avait l'impression qu'il serait transpercé s'il essayait d'attaquer négligemment. À ce moment-là, l'employé a crié à Law avec beaucoup d'excitation, que c'est l'occasion idéale de se rendre compte à quel point le monde dans lequel il vit est immense. Law resta silencieux un instant, pensant que si c'est un test de la taille du monde, il est définitivement prêt à relever le défi. L'énergie de Lou explosa soudainement autour de lui, se répandant vers l'extérieur, et il proclama à haute voix qu'il savait à quel point le monde était vaste et puissant. Face à face se trouvaient Law Tully, classé 2728, et Loud Bloward, classé 11, dans un combat sérieux et décisif avant le duel. L'employé Emidia a levé la main avec beaucoup d'enthousiasme et a annoncé à haute voix le début du match. Ils se précipitèrent l'un sur l'autre à grande vitesse et leurs armes s'entrechoquèrent violemment, provoquant une rafale d'étincelles et d'explosions d'énergie libérées par le violent affrontement. L'eau se déplaçait avec une vitesse incroyable, délivrant un coup puissant avec son épée, désormais chargée d'énergie prana.
ce qui a donné lieu à un coup de hache écrasant qui n'a toujours pas réussi à toucher Loda. Loud fut profondément surpris en observant les capacités de Law et analysa mentalement comment Law canalisait l'énergie prana dans son épée et son bouclier pendant ses attaques. Et a également remarqué qu'il utilise l'énergie pour améliorer ses mouvements à un niveau extraordinaire. Il a continué à observer la technique d'épée de loup et s'est rendu compte qu'elle lui était familière, se convainquant que cela ne pouvait pas être le style secret d'un grand chevalier qui était transmis à une seule personne par génération. Alors que Laud était plongé dans ses pensées, Law profita du moment et avança, déclarant fermement qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir au combat. Ils étaient à nouveau confrontés à une force énorme, et cette fois Loud semblait plus détendu, commentant calmement. Tandis que Law continuait à le presser, ils échangèrent une série d'attaques rapides et successives au milieu du bruit et du chaos de la bataille. Et leurs coups se sont heurtés avec une telle force que de petites explosions d'énergie ont éclaté autour de Prasundit. Loud recula légèrement, regardant l'énergie débordante de Law et remarquant que la quantité de prana de Law dépassait même la sienne. Et il y avait aussi un étrange scintillement autour de lui. Loud a demandé directement à Law à quelle race il appartenait à cause de l'étrange énergie qu'il transportait, et Law semblait visiblement perplexe, demandant avec surprise ce qu'il voulait dire par le mot race. Laud répondit sérieusement que faire semblant de ne pas savoir ne servirait à rien, et ajouta qu'une telle énergie ne peut pas être acquise plus tard dans la vie. Il faut naître avec elle. Voyant que Law ne voulait pas parler, Laud dit avec indifférence, ce qui le forcerait à révéler ses capacités au combat, et commença à préparer une attaque puissante avec sa lance. Il a ensuite demandé à Law s'il pouvait utiliser les techniques Mezi-en-moi, ce qui a laissé Law confus et se demandant ce que le terme signifiait. Laud commença à lancer son sort spécial, et une énorme énergie commença à s'élever autour de lui. Une énorme énergie a explosé autour du Loda, formant une aura dorée massive, ce qui a laissé Law dans un état de choc invisible alors qu'il regardait la démonstration de puissance époustouflante de Loud. Laud continua son chant puissant, prononçant de nouveaux mots du rituel, ce qui a provoqué l'apparition d'un grand nombre de lances acérées et brillantes autour de lui. Laud se prépare à une attaque dévastatrice. Il regarda Law et dit avec assurance qu'il ferait mieux d'utiliser ses propres sorts. Laud continua, disant à Law d'un ton sérieux qu'il mourrait s'il n'utilisait pas son sort maintenant. Il se tenait sur le champ de bataille, entouré d'une énergie tendue qui remplissait l'espace d'anticipation et d'attente lourde. Laud regarda Law avec une profonde concentration, attendant la réaction de son adversaire. Le visage de Law montrait clairement de la tension et de l'anxiété, alors qu'il regardait le coup puissant que Laud était sur le point de lui porter. Laud pointa sa lance sur Law avec force, et une énergie dorée commença à se rassembler autour de lui en prévision de l'attaque. Une énorme vague d'énergie en jaillit dans une grêle dense de lances brillantes volant vers Law, et l'étourdissant par la force de l'assaut. Law commença à se déplacer à une vitesse incroyable, essayant d'esquiver les lances qui pleuvaient serper sur lui avec une force incroyable. Malgré ses tentatives d'esquive, il était clair que Law était blessé, et Loud admit calmement qu'une épée normale ne serait pas capable de dévier un tel sort. D'un simple mouvement des doigts, Laud invoqua d'autres lances qui se précipitèrent vers Law avec une grande vitesse et une grande force. Law a continué à esquiver, utilisant des mouvements incroyablement agiles et rapides pour éviter les lances incessantes. Une fois l'attaque terminée, Law s'est arrêté pour reprendre son souffle, légèrement essoufflé, mais avec un air de profonde concentration sur son visage. Les pensées de Law revinrent à son entraînement avec son mentor Adol, qui lui avait dit un jour qu'il était encore faible dans le contrôle du prana, et a ajouté qu'une fois que Law se serait habitué à contrôler le prana, il serait progressivement capable de maîtriser les techniques. À ce moment-là, Law a demandé avec surprise quelle technique spécifique il serait capable de maîtriser. Adol a conseillé de regarder attentivement et a dit qu'il commencerait par enseigner la technique la plus simple. Adol a ensuite démontré à Law un mouvement de base appelé Lightning Blade, faisant preuve d'une force énorme et d'une vitesse aveuglante. Law a décidé d'utiliser cette même technique contre Lauda. Il a clignoté ses yeux, libérant un puissant flux de prana vert, se précipitant vers l'ennemi avec une vitesse incroyable. Laud a été complètement choqué par la vitesse et la puissance de la technique dévoilée par Law,
et a fait de son mieux pour le repousser. Malgré les efforts de Lode pour se défendre, Law continua d'avancer avec une grande force, l'attaquant à bout portant. À ce moment-là, Lode utilisa un autre sort extrêmement puissant. Invoquant une autre multitude immense de copies brillantes autour de lui, cela a conduit à un autre affrontement violent, leurs attaques énergétiques se heurtant à une puissante explosion. Lode a été frappé par une frappe ultra rapide que Law a exécutée si rapidement qu'elle était à peine perceptible à l'œil nu. Bien que l'attaque ait été incroyablement rapide, Lode s'est rapidement rétabli et a senti la gravité de la situation. Il lança une contre-attaque ultra rapide, balançant habilement sa lance vers Law, qui a été étonné par la réaction incroyable et la force de Loda. Alors que l'attaque puissante et rapide de Loda se poursuivait, elle se termina par une collision furieuse, ce qui a provoqué l'effondrement de Law au sol. Malgré la chute de Law, Lode a commenté avec admiration la performance du jeune combattant, notant que sa force méritait d'être reconnue. Cependant, Lode ajouta fermement, en bougeant ses doigts, que malgré les efforts de Law, le mur devant lui était encore trop haut. Il lança ensuite sa prochaine attaque, encerclant toute la zone avec des lances d'énergie dorées et scellant complètement Law de tous les côtés. Law resta figé sous le choc, incapable de bouger. Il y a de la surprise sur le visage de la fille. À ce moment-là, Lode lança un regard perçant à Law, lui disant de ne jamais sous-estimer le rang d'un aventurier. Sans hésitation, Lode lança des lances dorées vers Law, qui ne put rien faire pour contrer l'attaque dévastatrice. Un léger regard d'irritation traversa le visage de Law, comme s'il n'était pas entièrement heureux d'être dans cette situation. L'attaque a provoqué une explosion massive qui a fait s'effondrer le sol de l'arène, envoyant des débris et de la poussière dans l'air. Une fois l'attaque terminée, Law gisait inconscient au centre d'un grand cratère, apparemment submergé par la force de l'impact. Lode regarda son adversaire, qui était toujours allongé, immobile. L'écran dans l'arène de combat a clairement déclaré Lode Bloward, classé 11e au classement des aventuriers, comme le vainqueur. Après la fin du match, Lode a souri et a demandé à Luke si elle était satisfaite. Elle a poursuivi en soulignant que Law avait désormais une meilleure compréhension de la dure réalité de la situation. Mais Lode a calmement noté qu'elle était très douée pour présenter les mots sous un jour favorable. Lode la regarda pensivement et demanda « Croyait-elle vraiment que Law pourrait finalement le vaincre ?»« Comment ton motin ?» Et Media répondit tranquillement qu'elle pensait simplement que c'était possible. Lode en déduisit que sa foi était due au fait que Law était un disciple du grand chevalier Adol. Il a confirmé qu'il avait reconnu l'identité de Law au moment où il a vu son mouvement d'épée ultra rapide, un mouvement du style secret de la lame sainte. Il a noté que le style de la lame du saint est considéré comme le plus fort de tous et est généralement transmis de génération en génération uniquement parmi les chevaliers. Lode a ajouté que le fait que Law possède cette technique alors qu'il est un aventurier plutôt qu'un chevalier pourrait être perçu comme une insulte aux chevaliers. Soudain, Emedia s'exclama avec une grande inquiétude qu'elle devait désormais empêcher Law de rencontrer les chevaliers, et Lode accepta. Lode a suggéré que la situation serait plus facile si Law s'inscrivait comme chevalier, ce qui pourrait aider à éviter beaucoup de problèmes. Emedia avait l'air profondément préoccupée. Réalisant qu'avec son objectif et sa force d'esprit, c'est impossible, elle a continué en expliquant que la véritable raison pour laquelle elle croyait au pouvoir de Law, outre le fait qu'il était un étudiant, Law lui racontait comment il avait réussi à frapper Adol lui-même. Lode fut profondément surpris et réagit avec une incrédulité évidente, affirmant que c'était impossible, surtout compte tenu du niveau de compétence actuel de Law. Et Media a acquiescé, et a admis qu'elle avait initialement pensé la même chose, mais a ajouté que Law ne semblait pas être du genre à mentir sur quelque chose comme ça. Lode semblait pensif, et se murmura que même si le style de la lame du saint était une surprise, il fut encore plus frappé par le scintillement particulier de l'énergie utilisée par Law, suggérant un secret profond. Soudain, Emedia se tourna vers Lode avec intérêt, et Lode lui a dit directement que Law avait également des techniques de sortilège. Il a calmement admis que si Law avait réellement utilisé ses sorts au combat, Lode aurait peut-être perdu le match. Après un certain temps, Law a la vision d'une fille. Elle se tourne vers lui en sifflant une mélodie agréable. Soudain, elle s'approche et touche presque son visage. Le sifflement est interrompu par un cri aigu de grand-mère.
Elle lui demande avec colère ce qu'il fredonne, le qualifiant de stupide. Elle accuse la poésie d'être responsable de leur emprisonnement. Ces lignes sont la raison pour laquelle il est impossible de sortir. Il est interdit de les prononcer. La fille regardait sa grand-mère, bouleversée et silencieuse. Elle s'excuse discrètement auprès de Lo, et elle termine ce qu'elle a commencé. Elle pose sa main sur son visage. Les yeux du protagoniste s'ouvrent enfin. Lo se réveille dans un endroit inconnu. Son regard erre. Une voix féminine remarque le réveil et appelle cela l'infirmerie du bureau. Le compagnon de Lo rapporte qu'il a dormi toute la journée dans cette infirmerie du bureau. L'homme est stupéfait et demande à nouveau si une journée s'est vraiment écoulée. Luc répond qu'il a été immédiatement rebuté. Le médecin a diagnostiqué une fatigue mentale sévère. L'interlocuteur admet ignorer son fardeau. Cependant, il souligne que l'homme est manifestement trop pressé et ne se ménage pas. Soudain, Lou se souvient de ce qu'il a rebuté, son combat avec Laude et ses lances. Après une pause, Lo accepte ses commentaires et ses mises en garde. Au début, la fille le regarde en silence. Et puis il se tourne vers Lawe, soulignant l'importance de la conversation à venir. Elle lui demande s'il connaît le concept des sorts. Lo dit qu'il ne sait pas. Les sorts sont décrits comme une méthode unique de contrôle du prana, disponible uniquement pour certaines races. Cette capacité est possédée par de nombreux joueurs parmi les plus forts. La question a été posée de savoir si Laude appartenait à de telles races. La réponse est oui. C'est un guerrier des Bloward, une tribu de chasseurs des marais du Sud. La raison pour laquelle les sorts sont uniques est leur transmission. Les connaissances sont préservées par les tribus oralement, souvent sous forme de poésie, de génération en génération. Ces techniques sont appelées sorts. Elles sont basées sur la génétique, ce qui rend leur maîtrise à l'âge adulte extrêmement rare et difficile. Lo essaie de comprendre pourquoi on lui dit cela. L'interlocuteur transmet à Lo ce que Laude a dit. À son avis, le gars peut également utiliser des sorts et des techniques. La jeune fille pose une question directe à Lo. Elle veut savoir s'il a la moindre idée de ses capacités. Lo réfléchit, et l'image de la fille du rêve lui revient à l'esprit. Après une courte pause, Lo répond par l'affirmative. La femme répond avec enthousiasme à ses paroles, exprimant son approbation. La jeune fille déclare avec ferveur l'incroyable valeur des sorts à un joueur de rang. Sa confiance en ce fait n'en est que renforcée. Elle explique avec enthousiasme à Love son potentiel pour devenir un joueur de haut niveau. Elle lui propose immédiatement la mission idéale. La tâche mentionnée est une enquête dans la forêt d'Azaban. La mission comprend une inspection écologique d'une forêt qui a été classée zone dangereuse de rang 48 2 mois plus tôt. Lo clarifie l'essence de la quête. L'homme demande si son travail se limitera à l'étude des animaux et des autres habitants de la forêt. L'interviewé admet que cela fait partie du travail, mais signale immédiatement une tendance alarmante, les disparitions croissantes de personnes de divers rangs. La jeune fille prédit une forte ascension de Lo s'il réussit. Selon ses estimations, il gagnera facilement 200 positions, mais les risques sont énormes. Lo se lève. Et il accepte résolument la quête proposée dans la forêt d'Azaban, déclarant son accord pour assumer cette tâche. Le gars se tourne vers son interlocuteur, notant qu'elle lui a suggéré la quête, croyant en ses pouvoirs. Elle le confirme avec assurance. L'enregistrement de la quête commence immédiatement. La jeune fille met en garde contre les interdictions dans la forêt d'Azaban, animaux protégés et zones fermées. La femme rassure Lo par sa présence, mais insiste sur la prudence. L'homme s'enquiert des conséquences d'une violation. Enfreindre les règles entraînera une baisse de rang. La réputation d'un aventurier sera affectée par ses échecs dans les quêtes ou par les dommages causés à l'écosystème. La jeune fille souligne que le rang d'un aventurier est sa fiabilité. Lo prend consciemment en compte cette information. La conception de la quête est terminée. L'interlocuteur annonce avec joie le début d'une nouvelle étape dans la carrière d'aventurier de Lo. Elle décrit cette quête comme la première étape importante de l'ascension fulgurante de Lo dans les rangs des aventuriers. La jeune fille appelle à des efforts conjoints, exprimant sa détermination et son soutien dans l'enquête difficile à venir. Et le gars accepte avec soulagement. Le plan bascule vers cette étrange forêt. Et deux personnes au milieu. Un personnage affirme l'impossibilité de changer ce qui a déjà été vu en saisissant un autre par le cou. Un autre personnage s'enquiert du dernier meurtre. Le premier remarque avec dédain l'insignifiance du sort des subalternes.
Le tueur regarde la cage avec le petit animal et la frappe de toutes ses forces. L'orateur exprime un sentiment de stupidité en essayant honnêtement de gravir les échelons tout en étant désillusionné par le système. Voici le petit animal. Le personnage regarde la licorne. Il espère entrer rapidement dans le top 1000 après avoir vendu la corne de la créature. La licorne est choquée par cette pensée. Une vérité importante est en train d'être révélée. Les prouesses au combat ne suffisent pas à elles seules pour progresser dans le classement des aventuriers. Un nouveau personnage est introduit. Rosso Cruel, le 7e contrebandier classé, qui déclare son destin d'aider ceux qui souffrent d'injustice. Le personnage déclare fermement son refus de quitter un terrain de chasse favorable, faisant preuve de détermination et d'intérêt personnel. Un objectif ambitieux est exprimé, atteindre une place dans le top 100, exprimant la confiance dans le succès. Le nom de ce bâtard est Dalcan Iris, et c'est un aventurier de niveau 627.